Bonjour à toutes et à tous, merci de choisir Walf TV. C'est parti pour votre magazine de la mi-journée qui reçoit aujourd'hui l'honorable député Boubacar Biaye, qui est membre aussi de l'Alliance pour la République. Boubacar Biaye, bonjour et bienvenue sur Walf TV. Bonjour Hassan Gaye, je vous remercie de l'invitation. Alors, 61 ans après l'indépendance, le Sénégal donc a fêté plus de 6 décennies d'existence. Aujourd'hui, pensez-vous qu'on a fait quelque chose d'important de notre souveraineté? Oui, il ne faut pas le nier. Le Sénégal de l'indépendance et le Sénégal d'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'il y a une évolution sur tous les côtés. Effectivement, si vous comparez le Sénégal de Diouf, vous verrez que du temps de Abdoulaye Wade, il y a eu des avancées. Aujourd'hui, vous comparez ce que Abdoulaye Wade a fait et ce que Macky Sall est en train de faire, il y a une évolution notoire. Mais quand même, il y a beaucoup de choses qui restent où le Sénégal doit fournir des efforts. Donc, l'État, les populations, donc chacun doit pouvoir quand même mettre le sien pour pouvoir quand même donner l'espoir à chaque Sénégalais. C'est ça le souci. Après plus de 6 décennies, on l'a dit, 61 ans, on traîne encore les pieds dans beaucoup de domaines. Vous l'avez évoqué. C'est pour ça que même il y a certains qui pointent du doigt ce qu'ils appellent le néocolonialisme. Dans un pays de démocratie où l'expression est libre à chaque individu de faire son analyse, ce qui est normal, mais aussi il faut accepter aussi l'État aussi par rapport à son analyse. Vous avez écouté le discours du président de la République, et quand même dans sa volonté de continuer sa vision. Un Sénégal de tous, pour tous et avec tous. Il faut reconnaître dans ce discours, il a eu à annoncer beaucoup de choses qu'il a réalisées, dont il va inaugurer, effectivement. Donc le fait d'inaugurer montre qu'il y a quelque chose de plus qui s'est ajouté par rapport à ce qui était, effectivement. Mais quand même, il faut reconnaître qu'il reconnaît des efforts qu'il doit faire dans le cadre de l'emploi. Effectivement, ça qui a expliqué sa sortie juste après les émeutes, qu'il a reconnu des manquements, il a entendu l'appel de chaque citoyen, il va quand même mettre en tout cas tous ses efforts pour pouvoir satisfaire. Donc du côté de l'emploi, on reconnaît qu'il y a des choses à faire. Du côté de l'éducation, il y a des choses à faire. Du côté de la santé, il y a des choses à faire. Du côté, par exemple, de l'électricité, il y a des efforts à faire. C'est pourquoi il déploie toute l'arsenal économique et financier pour pouvoir résoudre toutes ces questions, pour permettre à ce que chaque citoyen puisse vivre dans, en tout cas, le développement et dans la richesse. Mais quand même, lui, il va partir, il va laisser beaucoup de choses qui doivent être faites à d'autres équipes qui viendront, et cela jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça la vie. Vous avez évoqué le discours du 3 avril du chef de l'État. Nous allons essayer de l'analyser ensemble, en commençant par, disons, ce discours. Certains de vos camarades disent que c'est un discours rassembleur. Mais quand on parle de discours rassembleur, ça veut dire qu'il y a des cassures au sein de la société. Oui, les cassures, il ne faut pas le nier, même si ce ne sont pas des cassures amenant le pays dans le gouffre. Mais les cassures, c'est plus ou moins visible. Quelle que soit sa petitesse, il faut apporter des solutions. Vous avez entendu ces temps-ci des discours ethnicistes, ce qui n'est pas nouveau, mais ce qui est plus ou moins inquiétant, puisque on conseille à chaque Sénégalais de ne pas en tout cas traverser la ligne rouge. Mais quand même, cela note quelques cassures. Vous avez vécu quelques moments d'émeute. Cela est dû à quelques manquements donc dans la société, dans le développement, qui ont causé tous ces structures. Donc c'est des éléments de cassure qu'il faut quand même accepter et ne pas nier. Mais il faut aussi reconnaître quand même des solutions qui sont souvent apportées par l'État par rapport dans le sens de pouvoir régler ces cassures. D'où la communication du président de la République du 8 dernier et en tout cas du 8 mars, n'est-ce pas, et du 3 avril. Effectivement, dans son discours du 3 avril, il est revenu donc dans sa volonté de voir le Sénégal uni, comme nous l'avons été, parce que nous avons un pays-nation, un État-nation. Et cet État-nation doit être une réalité et qu'il doit vivre cela de manière quotidienne. C'est pourquoi dans son discours,
il a d'abord remercié tout le peuple sénégalais dans ses efforts de construire la paix et la stabilité. Mais aussi, il l'a remercié aussi dans ses efforts de lutte contre la pandémie. Parce que s'il n'y avait pas d'unité au sein du pays, au sein des communautés, aujourd'hui, nous n'allons pas avoir des résultats que nous sommes en train d'avoir aujourd'hui. Deuxième, sur le plan africain, ça c'est tout le peuple sénégalais qui est uni comme un seul homme pour arriver à cela. Si cela n'était pas, aujourd'hui, le Sénégal n'allait pas remercier, le président n'allait pas remercier les forces de défense et de sécurité qui, vous avez observé lors des émeutes, leur qualité d'être humain à accompagner les populations à manifester leur colère. Tout cela donc sont des efforts que l'État est en train de faire dans cette volonté de pouvoir effacer ces cassures-là pour permettre à chaque pays au Sénégal, cette teranga que nous avons, en tout cas cette paix que nous avons et que nous a valu en tout cas un grand respect sur le plan international pour que cela puisse perdurer à jamais. Une cassure exacerbée par ces discours ethnicistes, vous l'avez dit, quand on l'entend de certaines autorités, des hommes aussi, des médias qui en fonctionnent. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui s'y ajoute avec les réactions que nous avons eues depuis hier, après le décès du doyen des juges Samba Sall, paix à son âme. Il y a eu des réactions sur Internet qui montrent à quel point le Sénégal aujourd'hui a un problème avec la justice. Oui, bon, en ce qui concerne le décès du juge Samba Sall, nous devons nous incliner devant sa mémoire et prier à ce que Dieu l'accueille au paradis. C'est un homme de justice, c'est un citoyen exemplaire qui a servi de manière loyale à notre pays, notre État, au niveau où il est. Comme vous êtes en train de le faire ici à Walfadjri, avec l'ensemble de vos confrères et l'ensemble des travailleurs de Walfadjri. C'est ça le Sénégal, c'est ça que nous souhaitons. Mais, comme à Walfadjri, il y a des manquements. Il est normal qu'au niveau de la justice, il y a des manquements. Parce que ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Puisque nous sommes nés avec des manquements, il est normal partout où nous sommes que nous puissions avoir des manquements dans nos réalisations. Mais lorsqu'il y a des manquements, il faut l'accepter et accepter d'apporter des corrections. Notre justice, quand même, est une justice qui rend le jugement. Beaucoup de dossiers sont rendus de manière conforme à la loi. Comme il y a des sentences et des jugements qui sont rendus et que les Sénégalais et que d'autres citoyens et que des citoyens puissent considérer que ce n'est pas le bon jugement ou bien la bonne sentence. Et c'est normal. Mais quand même, nous acceptons que notre justice est solide et bien avec des hommes bien formés, des citoyens quand même qui sont bien éduqués, mais il y a des manquements qu'il faut corriger, effectivement. Donc c'est pourquoi l'État doit à chaque fois réformer pour permettre à ce que tous les citoyens aient confiance à cette justice-là, puisque si la justice quand même s'écroule, autrement dit que c'est la société tout entière qui va s'écrouler, effectivement. Donc je suis parfaitement d'accord avec les réformes que l'État a entamées depuis des années. Effectivement, il faut vous souvenir que des lois sur le Conseil supérieur de la magistrature est passé à l'Assemblée nationale que nous avons voté, même s'il y a des manquements, mais quand même il y a des efforts qui sont faits. Vous voyez aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national la carte judiciaire. Donc il y a des tribunaux d'instance dans toutes les régions, ce qui n'était pas le cas. Nous, à Sédhiou, on n'en avait pas. Vous avez des cours d'appel, au moins à Thiès, à Kaolack, à Ziguinchor. Ça, c'est une avancée qui est notée avec ce régime qui n'existait pas. Donc il faut reconnaître que l'État a fait des efforts par rapport à cette justice qui doit être équitable, en tout cas équidistance vis-à-vis de tous les citoyens, mais qu'il y a encore des choses à faire. Donc ça, je souhaite à ce que l'État en tout cas continue ses efforts par rapport à ça, effectivement. Mais que chaque citoyen, quelle que soit la qualité de notre justice, quand vous avez en tout cas, quand la justice a besoin de vous, il faut aller répondre et pouvoir étayer en tout cas l'ensemble des arguments pour être propre et aller retourner à la maison. Alors Boubacar Biaye, reparlons du discours du chef de l'État, un discours qui s'est beaucoup appesanti sur l'emploi des jeunes, mais on a l'impression qu'avec ce gouvernement, on réglait la question de l'emploi à coups de milliards. Est-ce que la question de l'emploi se règle à coups de milliards ou avec des stratégies? D'abord, le discours ne s'est pas appesanti sur l'emploi des jeunes. L'emploi des jeunes est un élément du discours.
Effectivement. Qui a dominé le discours quand même. Oui, l'emploi des jeunes est un élément du discours. Cela est la conséquence de ce que nous avons vécu il y a de cela quelques jours, où l'analyse, en tout cas de l'État, considère que l'emploi des jeunes est l'un des facteurs qui a apporté des difficultés pendant ce moment où nous avons perdu plusieurs milliards, en tout cas sur le plan économique, où plusieurs édifices ont été détruits, où plusieurs personnes sont tombées de 12. Et nous prions à ce que Dieu puisse accueillir ces personnes-là au paradis et que tous ceux qui sont malades puissent retrouver leur santé. Donc, si tel est le cas, que l'analyse montre qu'il faut quand même assister la jeunesse par rapport à leurs questions d'emploi, je suis d'accord à ce que le président puisse s'y prononcer. Et lui, son analyse considère qu'il faut en tout cas un financement massif. Ce qu'il a fait, je ne dis pas que c'est la meilleure solution, mais je crois que c'est une solution parmi tant de solutions, n'est-ce pas? Il faut le faire. Le plus important est qu'il ait agi dans ce sens-là. Mais il faut noter que la question de l'emploi, c'est un paquet. Il y a la santé. Si vous observez sur toute l'étendue du territoire, l'État est en train de construire partout des hôpitaux. Vous allez à Sédhiou, c'est un hôpital de plus de 20 milliards, très moderne. Vous allez à Kaffrine, à Kédougou, vous allez à Touba. C'est des hôpitaux qui ont coûté l'État à coups de milliards. Vous avez le recrutement qui se fait. Vous avez aussi le plateau sur le plan sanitaire qui est en train d'être fait. Mais vous avez aussi dans le cadre, parce qu'un jeune qui doit avoir de l'emploi, il faut qu'il soit sain. C'est pourquoi donc du domaine de la santé, ce qui est investi, ça va dans le sens des jeunes. Vous avez l'éducation. L'éducation, c'est quoi l'éducation? C'est l'ensemble des actions entreprises pour assurer la formation et le développement d'un être humain. Dans ce sens-là, vous observez la politique dans le cadre de l'enseignement élémentaire, moyen et secondaire, tout ce qui se construit sur toute l'étendue du territoire, en salle de classe et en établissement clé en main. Des universités, aujourd'hui vous avez presque sur toute l'étendue du territoire sénégalais des universités. Vous avez à Ziguinchor, à Saint-Louis, demain vous en aurez à Tamba, puisqu'il y a le projet de l'université de Tamba, n'est-ce pas? Mais vous avez aussi la question du civisme. Donc le président est revenu là-dessus lors de son discours, n'est-ce pas? Donc c'est très important parce qu'un jeune qui n'a pas donc ce caractère de civisme, donc lui donner un emploi, ça n'a aucun sens. Vous avez aussi les financements massifs. Les financements, ici c'est un financement direct, mais aussi il faut considérer le financement pour la prise en charge de l'ensemble des personnes qui travaillent au sein de l'État. Il ne s'agit pas seulement des fonctionnaires, mais il y a aussi d'autres travailleurs qui sont des non-fonctionnaires qui sont recrutés. Mais aussi, vous avez le financement du secteur privé, par exemple, où l'État met pour permettre à ce que le secteur privé puisse s'installer. Donc si vous faites l'analyse de tout cela, de l'ensemble de ces recrutements, etc., vous allez voir que l'État en tant que tel a injecté plus de 450 milliards de francs CFA donc, à l'égard des jeunes, puisque dans toutes les universités, il n'y a que des jeunes. Dans tous les recrutements qui se font dans le secteur privé comme dans le secteur public, ce sont des jeunes. Le domaine de la santé, la couverture maladie universelle, ce sont les jeunes qui se soignent. Donc, si on prend de manière globale, presque l'ensemble des recherches, la grande partie de la richesse de notre pays va dans le sens des jeunes. Mais quand même, jusque-là, il y a des manquements qui sont là qu'il faut noter. La qualité de la formation, la qualité de l'éducation, le programme dans les écoles. Est-ce qu'aujourd'hui on éduque? Je ne pense pas. Puisqu'il y a eu des réformes dans le cadre de l'éducation où aujourd'hui le citoyen sénégalais n'est plus éduqué mais peut être enseigné. Là aussi il faut faire des efforts donc dans ce sens-là. Mais aussi il faut évaluer le rapport entre la production démographique et la production économique de notre pays. La capacité du pays à financer tout ça. Donc il faut qu'on en parle. C'est des questions peut-être qui sont tabous. Si on considère que nous avons un taux de reproduction très élevé par rapport au taux de reproduction de l'économie qui est plus ou moins faible, ça c'est un autre débat que vous avez, mais c'est un élément à prendre en compte par rapport à la satisfaction de l'emploi des jeunes. Cette démographie, est-ce que ça ne devait pas être un avantage pour un pays comme le Sénégal? Normalement, ça devrait être un avantage si les jeunes acceptent, c'est-à-dire de coloniser partout, d'aller dans les champs, d'aller, c'est-à-dire de venir, par exemple, aider Walfadji de matière citoyenne, n'est-ce pas, aller partout. Mais malheureusement, aujourd'hui, il faut noter, même si nous, en tant que jeunes, nous demandons du travail, mais il faut noter aussi que notre pays est de plus en plus paresseux par rapport à sa jeunesse, n'est-ce pas? Si la jeunesse décide de rester
et ne pas aller par exemple en Espagne, et ne pas aller en France pour aller cueillir par exemple des fruits, etc., et de les cueillir ici, de les cultiver et de les produire ici, je sais que nous pouvons quand même arriver à un certain niveau de développement. Il faudrait mettre les conditions qui permettent à ces jeunes de cueillir, comme vous le dites, ces mangues ici au Sénégal pour pouvoir... Effectivement, les conditions, je viens de vous citer l'ensemble des efforts que l'État fait, comme l'ensemble des efforts que les jeunes font. Maintenant, il faut noter les manquements qui sont notés. Tout le monde est responsable. L'État est responsable, la jeunesse est responsable, les familles aussi sont responsables. Si chacun reconnaît sa responsabilité et que chacun ait cette volonté de pouvoir apporter des solutions, je sais que nous pouvons quand même résoudre toutes ces questions-là. D'accord. Alors, Boubacar Biaye, honorable député, le chef de l'État veut débloquer 450 milliards pour les 3 prochaines années pour l'emploi des jeunes. Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord auditer ce qui a été fait, trouver les manquements, apporter des corrections avant de sortir encore de l'argent, parce qu'il y a des centaines de milliards qui ont été déjà dépensés pour cette question-là? Effectivement, je sais que l'audit va être fait, puisque pour donner une réponse à une question, il faut des séquences. Vous avez une phase d'urgence, vous avez une phase à moyen terme et vous avez une phase à long terme. Mais sur le plan urgent, il faut d'abord apporter quelque chose en réponse immédiate pour pouvoir régler. Bon, la question de l'audit, c'est dans le moyen terme, effectivement. Aujourd'hui, nous avons quitté une crise qui n'est pas une petite crise, effectivement, même si le temps de la crise a été très court, mais son ampleur a été quand même catastrophique. Même le régime a failli presque tomber. Donc, pour régler une telle question, il faut de manière urgente apporter une solution. Vous voyez, 450 milliards. Si on part de ce que DER a fait, parce que DER a injecté 60 milliards en 3 ans. Donc, ce qui a été le bénéfice de à peu près de 106 000 personnes, n'est-ce pas, hein? Si on part de ce calcul-là, on considère que les 450 milliards peuvent nous permettre de donner de l'emploi à presque 800 000 personnes, 800 000 jeunes. Ce n'est pas petit, effectivement. Et je suis d'accord, si 450 milliards vont être mobilisés pour pouvoir, de manière urgente, régler une partie de la question de l'emploi des jeunes, il faut aussi auditer toutes ces mannes financières qui sont injectées, effectivement, la DER, l'ANPEJ, etc., pour pouvoir rectifier, c'est-à-dire les erreurs qui sont commises pour arriver à une satisfaction. Donc, pour éviter aussi que l'argent n'aille pas dans un sens qui n'est pas indiqué, effectivement. Donc, ce sont des éléments qu'il faut corriger. Actuellement, on a l'impression qu'on est en campagne électorale avant l'heure, avec des mobilisations un peu partout au Sénégal, que ce soit du côté du pouvoir que du côté de l'opposition. Pour le pouvoir, on a eu des manifestations, des mobilisations, un meeting à Matam, à Podor, ici à Pékin, les membres de la coalition présidentielle se sont rencontrés. L'opposition fait la même chose avec des visites un peu partout. Comment expliquer ces mobilisations, cet activisme politique, alors que le président de la République, à l'entame de son discours du 3 avril, nous dit que la pandémie est toujours présente? Je ne serais pas d'accord avec vous en qualifiant d'activisme politique, puisque nous sommes dans un état de droit, où la liberté d'expression, vous de la presse, vous la chantez. On doit laisser chaque individu, chaque citoyen s'exprimer, quelle que soit la manière, dans le respect de la loi. Je sais que les meetings aussi, c'est des tribunes d'expression, n'est-ce pas? C'est normal, que ce soit de l'opposition. L'essentiel, de ne insulter personne, de ne vexer personne, de ne faire ce qui est contraire à la loi. Tant que nous sommes dans ce siège-là, je n'ai aucun souci. Et l'autre élément de contexte, c'est que nous avons voté une loi qui a fixé un intervalle de temps d'organisation d'une élection locale. Et pour préparer une élection locale, il ne faut pas attendre la veille pour le faire, n'est-ce pas? Il faut, en tout cas, un long temps donc, de préparation. Peut-être, ça peut être une explication, mais quand même, ceux qui organisent, c'est eux seuls qui savent pourquoi, en tout cas, ils organisent ces événements-là, quel est le but visé, quel est le rendement cherché. Donc, le plus important est que ça se fasse dans le respect, en tout cas, de la loi. Vous l'avez dit tantôt, les manifestations du début du mois de mars vous ont un peu fragilisé, en tout cas, ont secoué le pays. Aujourd'hui, est-ce que vous, militants de la paix, vous ne cherchez pas à montrer à la face du monde, à montrer au chef de l'État que vous êtes toujours fort, vous existez toujours à travers ces manifestations, ces mobilisations?